8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Charles Rodwell. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Député Ensemble pour la République des Yvelines, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On va balayer tous les sujets d'actualité. Je voulais qu'on commence par les dernières déclarations de Ségolène Royal. Des déclarations qu'elle a faites depuis l'Algérie. Elle semble se faire l'avocate de l'Algérie. Elle s'apprête à demander à Emmanuel Macron de faire le premier geste envers Alger, notamment en donnant à l'Algérie des objets qui avaient été envoyés en métropole entre 1830 et 1962, quand l'Algérie était française. Déjà, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Je tiens à préciser déjà que c'est une démarche personnelle de Ségolène Royal. Ça a été confirmé évidemment par la présidence de la République et par le Quai d'Orsay. Pour moi, son initiative, lorsqu'elle qualifie la France d'algérophobie sur le territoire algérien, s'apparente à une forme de trahison d'État. Je pense que ce mot n'est pas de trop, puisqu'on est dans une situation, comme vous le savez, très complexe vis-à-vis du régime algérien, qui pendant des mois a gardé Boualem Sansal enfermé, qui a toujours Christophe Glaise enfermé. Et donc le fait qu'une ancienne candidate à la présidentielle, qui a été ministre d'État de la République française, se rende en Algérie pour tenir de tels propos, pour moi, s'apparente à vraiment un scandale politique. Une trahison. Elle trahit l'État français. Elle a été candidate à la présidentielle au second tour en 2007, incarnant le camp de la gauche. Elle a été ministre d'État de notre pays. Et dans un moment si complexe, dans lequel, et je connais l'engagement des services de l'État pour libérer les citoyens français qui sont enfermés par ce régime, dans ce contexte, se rendre en Algérie pour tenir de tels propos, me semble pour le moins, c'est un euphémisme inopportun. Ségolène Royal qui dit également que les Algériens de France sont victimes d'islamophobie et, vous l'avez dit, d'algérophobie, avec des agressions verbales sans arrêt contre les Algériens en France. C'est ce que vous constatez ? Mais vous voyez, tout est mélangé là-dedans. C'est-à-dire, elle affirme donc que tous les Algériens en France sont musulmans, par exemple. Et que tous les musulmans en France, peut-être, sont d'ailleurs algériens. Elle mélange tout dans ses propos. Moi, la seule chose que je défends sur ce sujet, et je vous remercie parce que je suis déjà venu m'en exprimer plusieurs fois ici, à travers le rapport que j'ai rendu sur le coût pour les finances publiques des accords entre la France et l'Algérie, c'est que les citoyens algériens devraient être enfin considérés comme tout citoyen étranger de droit commun sur le territoire français, et que les citoyens franco-algériens devraient enfin être considérés comme tout citoyen français sur le territoire national. Pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle fait ça ? Ah, ça, je pense que vous pourrez l'inviter pour lui demander. Et vous avez peut-être une idée ? Peut-être des raisons électorales ou un positionnement politique pour le moins douteux. On voit d'ailleurs le positionnement d'un certain nombre de députés de gauche sur ces questions qui sont toujours favorables à une politique favorable à l'Algérie sur le territoire français. Moi, ma position, elle est assez claire, c'est de dire qu'un citoyen algérien doit être considéré comme un citoyen étranger, comme un autre sur le territoire national, et qu'il est temps que nous normalisions notre relation avec ce pays. Le peuple algérien est un grand peuple, le peuple français est évidemment un grand peuple aussi. Nos histoires sont liées. Il est temps désormais que nous clarifions et que nous simplifions la relation entre nos deux pays pour la fonder sur de nouvelles bases et des bases communes. Voilà, elle décrit la France comme un pays qui n'aime pas l'Algérie, alors que nous avons élu un écrivain algérien, Boualem Sansal, à l'Académie française, franco-algérien, mais algérien aussi. Donc c'est bien la preuve que la France n'a pas de problème de principe avec l'Algérie. Cette déclaration est une nouvelle fois ubuesque. Il n'y a aucun sujet évidemment avec le peuple algérien. En revanche, il y a un gros sujet, je crois que c'est légitime, avec le régime qui détient une nouvelle fois des citoyens enfermés. J'ai le souvenir, pas plus tard qu'il y a quelques jours sur l'audiovisuel public, où une députée de gauche, elle aussi, déclarait que l'Algérie était une démocratie. Je crois qu'on pourrait demander aux citoyens algériens eux-mêmes s'ils considèrent vivre dans un régime démocratique. Ce n'est en tout cas pas ma conviction. Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, invité de la grande interview CNews Europe 1. Qu'est-ce que vous faites demain matin ? Est-ce que vous irez manifester avec les policiers qui lancent un appel aux Français pour qu'ils les soutiennent ? Il y a 24 rendez-vous, 24 lieux de mobilisation, de manifestation un peu partout en France. Demain matin, j'organise mes vœux sur ma circonscription à Montigny-le-Bretonneux, et puis j'irai bien sûr rendre visite et un hommage aux forces de sécurité de ce pays. J'ai le souvenir, lors de ma première élection, Romain Desarbres, le candidat à la France insoumise, qui allait sur tous les marchés de ma circonscription, expliquait à qui voulait l'entendre que la police tue. Je suis aussi élu d'un département, les Yvelines, où la ville de Magnanville a été celle où des policiers ont été assassinés parce qu'ils effectuaient leur travail, ils étaient assassinés à leur domicile. Et donc, aujourd'hui, la sécurité des policiers est devenue un enjeu politique, aussi délirant que ça puisse paraître. Et évidemment, ces policiers ont tout mon soutien, pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes
notamment dans les propositions que nous soutenons à l'Assemblée nationale, face à une partie de la gauche qui aujourd'hui estime que ce sont des meurtriers alors qu'ils ne font qu'une chose, c'est d'assurer notre sécurité. Alors vous dites ils ont votre soutien, très bien, mais ils estiment ne pas avoir le soutien du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui est président de la République depuis 2017, depuis 9 ans. Ils dénoncent un manque cruel de moyens. Vous dites que vous comprenez leur position, mais qu'attend l'exécutif pour agir et pour les aider? En 2023, on a voté ce qu'on appelle une loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Donc c'est le budget du ministère de l'Intérieur sur plusieurs années. On a voté un budget en hausse de 15 milliards d'euros, dont 5 milliards sur les services de renseignement, 5 milliards sur le cyber et environ 5 milliards sur le reste du dispositif du ministère de l'Intérieur. Ça a été une loi qui a été préparée par Gérald Darmanin, qui a été fondamentale pour réinvestir dans le champ régalien. Après, oui, il faut bien le dire, des décennies de sous-investissement dans un ministère qui en a bavé, si je puis dire. Ils ont évidemment notre soutien dans les mots, mais je crois que cette loi, parmi tant d'autres, montre que nous les soutenons aussi dans les actes. Ils ont besoin de soutien avec des moyens, ils ont besoin également de soutien législatif avec une justice qui doit s'adapter. L'autre phénomène très préoccupant, c'est le rajeunissement de la délinquance et notamment cette terrible affaire d'une adolescente de 15 ans, séquestrée, torturée par 4 mineurs dans la banlieue lyonnaise. Ça nous rappelle la jeunesse de certains délinquants. La justice des mineurs, est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui à cette barbarie ? J'ai écouté avec grande attention Béatrice Brugère, qui était votre invitée hier, magistrate, qui est une femme qui est très éclairante sur ces questions. Oui. 2 enjeux. Premier enjeu, il y a des décisions à prendre au niveau de la justice pour tout citoyen français, notamment les mineurs. C'est l'objet du projet de loi porté par Gérald Darmanin, le projet de loi SUR, qui est une réforme judiciaire et pénale sans précédent sur de nombreuses années qui viennent de se dérouler. Ce texte doit être inscrit au plus vite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle est fondamentale sur le sursis, sur l'aménagement des peines, sur les peines courtes. Et puis effectivement, il y a un deuxième enjeu sur la justice spécifique liée aux mineurs. La loi Attal, 16 articles, avait été censurée. En un tiers de cette proposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel il y a maintenant quelques mois. Gabriel Attal a pris une position très claire. Nous devons réformer notre Constitution pour pouvoir agir sur la justice des mineurs. Je crois que cette mesure est de bon augure. Il y a beaucoup de mesures à prendre sur l'excuse de minorité, sur les peines. Quelles mesures à prendre sur l'excuse de minorité? Il faut en finir avec l'excuse de minorité? En tout cas, je crois qu'il faut abaisser l'âge à partir de laquelle celle-ci peut être appliquée ou non. Il y a un enjeu majeur autour de la justice et autour des sanctions qui peuvent être appliquées dans des cas comme celle dont a été victime cette pauvre fille, à qui j'apporte évidemment un soutien et à sa famille également. Je voulais vous parler également, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, du problème des OQTF. L'obligation de quitter le territoire français. On connaît désormais la signification qui sont appliquées à peu près 10%. Il y a eu la semaine dernière une femme âgée de 90 ans qui a été violée à Nice par un individu sous le coup d'une OQTF, un Tunisien en l'occurrence. Les crimes commis par des individus sous OQTF sont de plus en plus fréquents. Pourquoi l'État est incapable d'agir et d'appliquer ces OQTF? Les renvoyer. Première question, Romain Desarbres, pourquoi est-ce que Europe 1 CNews a été le seul groupe médiatique à parler de cette affaire? Moi, je questionne l'audiovisuel public. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un seul éditorial, une seule nouvelle qui a fait le relais de cette affaire? Parce que ça gêne certains journalistes, parce que ça implique un OQTF? Probablement. En tout cas, les chiffres... Vous suspectez? Je ne suspecte rien, c'est juste la question que je pose. Ce que je constate, c'est que cette semaine ont été publiés au global, notamment sur les OQTF, les chiffres de l'immigration. Ils sont inquiétants, je préfère le dire. Ils sont même la traduction d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est aujourd'hui insoutenable pour notre pays. Et donc, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions, il y en a une, c'est que 2026 doit être l'année d'un grand reset sur l'immigration et sur la sécurité pour la France. Et ce qui tombe bien, Romain Desarbres, c'est que nous avons 2 textes qui sont prêts. Sur le volet de la sécurité, le texte, je me répète, de Gérald Darmanin doit être inscrit au plus vite pour mener cette réforme pénale nécessaire à notre pays. Et sur le volet migratoire, cela fait maintenant plusieurs semaines que le texte que je porte avec Gabriel Attal, avec Michel Barnier, notamment sur les OQTF, notamment sur la rétention administrative, est prêt. Et là encore, très simplement, j'attends que le gouvernement puisse l'inscrire au plus vite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les OQTF? Par exemple, cet homme, qui est un criminel dangereux,
tous les criminels et délinquants étrangers qui sont aujourd'hui en centre de rétention pourraient être gardés en centre de rétention plus longtemps, jusqu'à 180, voire à 210 jours, avant leur expulsion. Mais si le laissez-passer consulaire n'est pas délivré, il ne sera pas plus délivré au bout de 90 jours qu'au bout de 180 ou 210. Ça fait toute la différence sur un grand nombre d'affaires. Ma circonscription habite une famille dont la fille a été assassinée par un migrant marocain sous OQTF, dont le laissez-passer consulaire allait être délivré moins d'une semaine après son passage à l'acte. C'est évidemment Absolument. J'aurais beaucoup aimé, c'est le moins qu'on puisse dire, que cet homme puisse être gardé plusieurs mois de plus en centre de rétention afin qu'il puisse être expulsé avant d'être passé à l'acte. C'est une mesure qui n'a rien d'extrême, qui est modérée, qui est pragmatique, qui respecte le droit européen. Il est temps que le gouvernement l'inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Première grande étape, 11 février, passage en commission des lois. À la suite de cela, ce texte devra être présenté en séance et j'espère au plus vite. Est-ce que vous diriez qu'il y a un manque de volonté politique ? Ah non, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Pour la simple et bonne raison que ce texte, après l'avoir travaillé avec Bruno Retailleau, je l'ai travaillé de fond en comble avec Sébastien Lecornu et Laurent Nunez. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage aux services et aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les administrations, notamment du ministère de l'Intérieur, dont on ne parle jamais, mais qui font un travail formidable pour assurer la sécurité des Français. Il n'y a aucune volonté d'impuissance, tout au contraire. Maintenant, il est temps que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour. Gérald Darmanin veut suspendre l'immigration pendant 2-3 ans. Vous seriez d'accord ? Je crois que ce moratoire serait bienvenu. Mais plus globalement, au-delà de 2-3 ans... Alors aujourd'hui, il faut changer les textes, parce que la France n'a pas la maîtrise de ses frontières. Il faudrait changer les textes. C'est notre doctrine en matière d'immigration qu'il faut modifier. Depuis 40 ans, on a voté 30 lois immigration, toutes plus fermes les unes que les autres. Mais le contrôle des frontières, on l'a délégué à Bruxelles. Mais moi, je suis 100% favorable au pacte asile-migration à l'échelle européenne, qui a été soutenu par toute la droite européenne, sauf la droite française, et qui a été rejeté par toute la gauche européenne. C'est bien que ce texte est probablement légèrement, voire massivement régalien, notamment en protégeant nos frontières communes. Je pense qu'au-delà d'un nouveau texte, il faut refonder notre doctrine en matière migratoire. Oui à l'immigration massivement réduite, choisie, fondée uniquement sur le travail pour répondre aux besoins de la nation. Ça veut dire deux choses, Romain Desarbes, deux choses assez simples. Un, on assume d'organiser l'immigration de travail dont on a besoin et on assume d'assécher les autres voies d'immigration avec un moratoire, une refonte du regroupement familial, avec un moratoire sur l'immigration pour soins et avec une refonte du droit d'asile. Alors Charles Rodwell, vous avez certainement écouté ce qu'a dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin dit moratoire sur 2-3 ans et pendant ce temps, pour l'immigration de travail, on met au travail des immigrés qui sont déjà sur le territoire national. Parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'étrangers qui sont sur le territoire national et qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de travail, qui sont soit au chômage indemnisé, soit au chômage non indemnisé. Donc lui il dit on va utiliser ce réservoir de main-d'œuvre. Ce qui n'est pas exactement ce que vous nous dites. Les mesures qu'il propose demandent une chose, c'est un référendum pour modifier notre constitution, un référendum sur l'immigration. Gérald Darmanin s'est déjà prononcé sur ce sujet. Je le soutiens pleinement dans cette proposition. Oui. L'immigration est un sujet majeur pour notre pays et chaque Français a un avis sur ce sujet, qu'il soit d'ailleurs de droite comme de gauche. Ce sujet mérite un débat à l'échelle nationale et surtout mérite que chaque Français puisse s'exprimer librement, quelle que soit sa conviction, et directement sur cette question. C'est aussi la raison pour laquelle je soutiens cette initiative. Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, invité de la grande interview CNews Europe 1. Jean-Luc Mélenchon parle désormais du grand remplacement qui a lieu en France. C'est un fait acquis, il y a un grand remplacement en France ? Moi, vous savez, je vois émerger aujourd'hui un conflit identitaire dans ce pays, entre le Rassemblement national et la France insoumise, autour de ces questions identitaires. Et moi, ce n'est pas la vision que je partage une vision universaliste, où quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions, chaque citoyen devrait être égal devant la loi. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on s'embarque dans une élection présidentielle où, a priori, on aurait 5, 6, 7 candidats sur la ligne de départ et que face à nous, nous avons deux forces politiques qui ont un chef, qui ont un projet politique puissant et qui sont en dynamique. Et donc moi j'adresse, au-delà de Jean-Luc Mélenchon et ses frasques provocatrices et terribles habituelles, j'adresse un message clair aux chefs à plume de notre propre camp. Organisez-vous, mettez-vous dans une pièce, définissez le champ de la primaire et organisons une primaire afin de nous choisir un candidat
un projet politique, parce que sinon, nous serons tous assis dans notre canapé au second tour de l'élection présidentielle en 2027, à observer la France insoumise affronter le Rassemblement national au second tour. Les chefs à plume de votre parti, c'est Édouard Philippe, Gabriel Attal, Elisabeth Borne. Mais c'est tous ces candidats qui ont une légitimité parce qu'ils ont des succès à leurs actifs. Nous avons des échecs collectifs à notre actif parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est au pouvoir, mais aussi des succès. Et ce sont des personnes qui chacune j'apprécie. Moi, avant de parler des personnes, je voudrais parler des idées. Je propose, à titre personnel, en tant que député de base, parmi tant d'autres, une primaire fondée sur 3 idées. Premier pilier idéologique, une primaire libérale. On baisse les dépenses pour baisser les impôts. Tous les candidats qui participeraient à cette primaire doivent soutenir cette position-là. Deuxième pilier idéologique, l'immigration. Tout candidat qui participerait à cette primaire devrait s'engager à réduire l'immigration vers la France. Troisième pilier idéologique, l'Europe. On vit dans un monde où la solidarité des peuples européens est une condition vitale à notre avenir et à notre existence commune et à l'indépendance de la France et des peuples européens. Donc tout candidat qui participerait à cette primaire devrait pouvoir s'engager dans un agenda résolument pro-européen. Je crois qu'à partir du moment où on fixe ces bornes, on fixe ces idées, ça peut être d'autres. Moi, c'est les 3 idées que je propose. Tout candidat qui s'engage explicitement à soutenir ces 3 idées devrait s'engager à soutenir une primaire pour nous choisir un candidat. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Gabriel Attal, Elisabeth Borne se crêpent le chignon. Moi, quand j'écoute Gabriel Attal qui ne récuse pas du tout une primaire, j'écoute Gérald Darmanin qui appelle à une primaire, j'écoute Aurore Berger qui appelle à une primaire. Moi, j'aimerais que tous ceux qui se disent candidats à la présidentielle, notamment sur ces 3 piliers idéologiques, à savoir, pour le dire assez franchement, la droite et le centre, devraient s'engager à rentrer dans une dynamique de la primaire, parce que sans primaire, avec une primaire, je veux dire, Romain Desarbres, on court peut-être à la victoire, sans primaire, on court assurément à la catastrophe. Un mot des municipales à Paris. Quelle candidature soutenez-vous? Rachida Dati, qui est au gouvernement, ou Pierre-Yves Bournazel? Moi, je soutiens une candidature d'union entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Ce qu'il se passe à Paris, c'est la même chose que ce qu'il se passe à l'échelle nationale. Avec une union, on gagne. Avec une division, on perd. Les choses sont très claires. Il est temps que ces 2 listes fassent union, parce que si elles ne font pas union, Paris sera gagné par la gauche. Vous avez vu les propos d'Emmanuel Grégoire qui appelle maintenant tous les étrangers à voter aux élections locales. Je pense que... Ouais, on va en parler. Non, je vous en prie. Sans union, on perd. Avec une union, on gagne. Ça vaut pour Paris, ça vaut pour l'échelle nationale. Union avec Sarah Knafo? J'ai du respect pour Sarah Knafo, je veux dire. Et elle a un talent certain. Mais je crois que j'ai des divergences idéologiques assez irréconciliables avec elle. Si je reviens aux 3 piliers que je fondais... Des divergences, ça peut arriver. Mais des divergences irréconciliables sur quoi, par exemple? Je vous prends un exemple sur les 3 piliers que je donnais. L'échelon européen. Sarah Knafo... Là, on parle des municipales à Paris. Hein. Non, mais je ne suis pas parisien. Oui. Je ne suis pas parisien, donc je préfère vous parler des échanges. Oui, Moi qui là, m'intéresse, c'est on l'échelle parle des nationale. municipales à Paris. Elle siège avec l'AfD, l'extrême droite allemande, dans un groupe politique qui veut abattre les institutions européennes. C'est son droit. Moi, ce n'est clairement pas la conviction que je partage. Et donc, à partir de là, je considère qu'on a des convictions qui ne sont pas réconciliables. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Le débat démocratique est là pour trancher entre différentes candidatures, entre l'élection municipale à Paris et l'élection nationale, notamment en 2027. Le droit de vote des étrangers, qu'appelle de ses voeux Emmanuel Grégoire, des étrangers hors Union européenne, au municipal à Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Mais la réponse est non. Non. Pardon, en France, ce sont les Français qui votent aux élections. Et chacun de ces citoyens étrangers, pour qui j'ai le plus grand respect, mais ils peuvent voter dans chacun de leur pays. J'espère que ce sont des démocraties. Mais en France, pardonnez-moi, ce sont les Français qui votent aux élections, point barre. Je voulais vous entendre également sur la proposition de loi dite d'aide à mourir, qui vise à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes favorable à l'autorisation en France du suicide assisté et de l'euthanasie? Ma conviction restera la même, dans le respect évidemment de la pensée et de l'opinion de chacun. Je reste plus que jamais défavorable à la légalisation de l'aide active à mourir. Je voterai contre ce texte. La priorité absolue doit être, selon moi, de déployer les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire français. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, désormais, une unité de soins palliatifs a fermé sur ma circonscription, Claire Demeure. Heureusement que nous avons le service extraordinaire de l'hôpital de la Porte Verte. La loi Leonetti-Ecclèse a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a maintenant quelques années. Sa mise en application est une priorité. L'aide active à mourir doit être, selon moi, ne doit pas être légalisée. Je voterai donc contre ce texte.
Merci beaucoup Charles Merci Rodwell, à vous. député Ensemble pour la République des Yvelines, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe 1, bien sûr.